Ok, retour à notre cours et nous allons aborder l'étape 8. Alors, cette étape 8 concerne l'exécution de notre première requête. Nous avons bien évidemment déjà démarré notre serveur Apollo et vous voyez bien à cette adresse cette page qui s'affiche et qui manifeste évidemment que notre serveur a bien démarré. Alors, nous retournons à la documentation. Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est l'étape 8, la dernière étape. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'exécuter notre première requête. Et bien évidemment, pour exécuter la requête, il faut respecter ce que vous avez défini, que ce soit dans votre schéma ou dans votre résolveur. Alors, par exemple, pour exécuter notre première requête, prenons une requête de type query, parce qu'il y aura aussi une requête de type mutation. Dans ce cas, on met query. On voit bien que Apollo Server reconnaît cela. On met des crochets, on met logement, et vous voyez bien que à ce niveau il y a toujours un point rouge. Cela veut dire que la requête n'est pas valide. Pourquoi elle n'est pas valide? Parce que Apollo a cette particularité. Je vais prendre l'exemple plus patent. Alors, vous voyez bien qu'il y a une erreur parce que ça vous dit must have a selection of subfield, c'est-à-dire il faut une sélection des champs, des sous-champs si vous voulez. Et il met bien le crochet pour vous dire que ceci, et lorsque vous mettez le curseur là-dessus, vous avez un message qui vous dit que cela doit avoir une sélection de sous-champs puisque vous avez défini le logement de type logement qui correspond. Si j'ouvre l'éditeur, vous verrez bien, c'est vous qui avez défini. Vous avez défini le logement comme un objet avec plusieurs champs. Alors, vous devez préciser ces champs. Vous n'êtes pas obligé de préciser tous les champs. Et bien évidemment, vous pouvez lire la documentation pour avoir plus de détails. Et vous voyez, lorsque vous mettez le crochet, vous voyez bien que tous les champs que vous avez définis pour le type objet sont proposés, que ce soit l'idée, le titre, l'image, l'adresse. Prenons l'idée dans un premier temps. Et ensuite, vous pouvez cliquer à Rectify pour essayer d'aligner ça correctement. Et là, je peux mettre d'autres champs. Lorsque vous voyez que c'est assez intelligent. Lorsque je mets et il me propose, je peux mettre le champ image, le champ, il y a quel champ? Le champ adresse. Allons avec ces champs. C'est 4 champs. Dans un premier temps, je clique. Et là, je vois encore une erreur qui me dit Canon return null for non null à field query.logement. Alors, lorsque vous voyez ce message d'erreur, ça veut tout simplement dire que voilà, il y a une erreur dans votre API. Vous avez fait une erreur. Alors, il faut voir de quoi il est question. Quelle est l'erreur que vous avez faite? Nous allons retourner. Yeah. Nous allons retourner, nous allons voir ça ensemble. Et l'erreur doit peut-être être au niveau des résolveurs. Je vois là, logement retourne. Normalement, si vous voyez bien, observez bien, il doit avoir un souci. Normalement, le logement devait normalement, j'ai l'impression que la base de données n'est pas vue parce que normalement, lorsque je pointe le curseur là-dessus, ça devrait me présenter l'ensemble des champs que constitue ceci. Donc, j'ai plutôt l'impression que il y a un petit souci dans mon exportation. Mais là, ça me présente tout normalement. Est-ce que j'ai fait une erreur au niveau du logement? Est-ce que je devais déstructurer ça? Ici, on voit. Voilà. Et vous voyez bien. Ok, maintenant, cela me présente. C'est tout simplement parce que j'avais déstructuré le logement. C'était pas la bonne approche.
fallait juste importer. Maintenant, cela me présente et on va voir si tout est correct maintenant. Bon, ça ne donne pas toujours. C'est pas le problème. Ben, tout simplement parce qu'il faut redémarrer le serveur. Et c'est ça l'utilité d'un outil comme NodeMon. Je pense que si on faisait les choses de façon plus avancée, on devait installer NodeMon, qui est un outil qui permet, à la place de mettre node-index.js, on devrait mettre NodeMon index.js. Cet outil est très, très indispensable parce que cela vous permet de démarrer. Cela vous permet de ne pas redémarrer chaque fois votre serveur pour prendre en compte les modifications qui ont été faites. En réalité, lorsque vous faites des modifications, malheureusement avec Node, vous enregistrez, vous devez arrêter l'actuel processus et redémarrer encore le serveur. Et pour éviter cela, NodeMon a cet avantage, c'est qu'une fois installé, il inspecte vos fichiers et lorsqu'il y a modification de fichiers, automatiquement il fait la mise à jour. Donc vous n'avez pas besoin de redémarrer votre serveur tout le temps. C'est des outils qu'on utilise, mais bien évidemment, je ne vais pas utiliser là aujourd'hui. Tout simplement parce que voilà, on va essayer encore. Ok, vous voyez, tout est correct. Tout est correct. Vous voyez bien que en faisant le query pour les différents champs de données, Apollo me renvoie bien logement. Et vous voyez bien que c'est une liste comme nous avons défini dans notre type def. C'est une liste. Vous voyez bien, query logement, c'est une liste. Et c'est la même liste qui est renvoyée avec les différents champs que j'ai définis dans ma requête. J'ai dit je veux telle donnée, telle. C'est ça l'avantage de l'approche GraphQL par rapport au REST API. REST API renvoie toutes les ressources disponibles, alors que GraphQL, vous pouvez sélectionner les données que vous voulez. Ici, j'ai dit je veux l'identité, le titre, l'image, l'adresse, et c'est ce que ça m'a renvoyé pour chaque champ. Vous voyez bien. Identité 1, identité 2, identité 3. Donc, c'est bon au niveau des queries pour ce qui concerne le résolveur query. Et il y a un détail que vous devez tenir compte. Vous voyez bien, les données sont renvoyées bien avec le logement, mais ils sont tous encadrés par data. Nous allons revenir là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour l'instant, j'attire votre attention pour que dans la suite des vidéos, vous n'ignorez pas que en réalité, ce qui est renvoyé, tout ce renvoi est logé dans data. Parce qu'il y a des vidéos suivantes où pour accéder aux données, on passera par data. On se sollicitera en data. Et je pense que c'est ce qui est mentionné dans la documentation. Je pense qu'il y a un endroit dans la documentation, si je ne me trompe pas. Où, bon. Peut-être je me suis trompé. Je vais revenir au niveau de la signature des résolveurs. Signature. Vous avez bien vu ici data. Je pense que c'est cela. Le renvoi des données. Donc voilà en réalité le test de notre API. Nous avons testé juste le query. Maintenant nous allons tester Resolver. Je vais dire Resolver mutation ceci. Nous allons tester en supprimant un logement et normalement lorsqu'on va supprimer le logement, cela doit nous renvoyer ce logement. Donc nous allons passer à la suppression du logement. On va plutôt prendre mutation. Et ça c'est pour le test. Vous voyez bien lorsque je choisis une mutation, ça me propose mutation. Et si je continue, je clique par exemple là, il me dit bien il doit avoir une sélection de sous-champs pour mutation. Bon,
faisons pareil. On prend l'idée, petit file vraiment. On prend le titre, on prend l'image et on prend l'adresse. Vous n'êtes pas obligé de suivre la présentation que je fais là, c'est pas une obligation. Vous pouvez choisir le premier champ, le cinquième champ. C'est juste pour vous illustrer. Et vous remarquez que même comme j'ai choisi les différents champs comme demandé ici, le message devra apparaître et vous allez voir plus tard. Pourquoi? Eh bien, on dit, il manque l'argument ID. Vous n'avez pas mis l'argument ID. Pourtant, cet argument est obligatoire, mais pas. Elle est obligatoire tout simplement parce que vous l'avez défini ici. En mettant ce crochet, vous avez dit, ce point d'exclamation, vous avez dit, cet argument est obligatoire. Il faut à tout prix que cela soit inséré. C'est la raison pour laquelle, supposons que je prenne le tout premier. Le tout premier qui a l'ID 001. Donc, moi, je vais mettre entre parenthèses. Je vais mettre ID 2 points. 001. N'oubliez pas que si je mets ça là, comme ça, ça ne va pas passer tout simplement parce que l'idée qui a été définie ici, il y a des types string en réalité. Vous pouvez consulter la documentation pour voir les différents types qui sont rattachés à cela. L'idée qui a été définie est des types string. Vous avez bien idée. C'est des types string. Vous pouvez consulter la documentation pour voir quoi renvoie cela. Ok. C'est des types string en réalité, mais cela spécifie juste que c'est l'identité unique de l'objet qu'on définit. Donc si je mets ça, un crochet pour marquer que c'est des types chaîne de caractères, et là vous avez bien le point rouge. Observez bien, lorsque je n'avais pas mis, vous voyez, il y a le point rouge. C'est pareil tout à l'heure. Lorsque je n'avais pas mis, observez bien, il y avait toujours le point rouge. Cela veut dire qu'il y a une erreur bien avant même que j'exécute. Donc, lorsque je mets ça, je mets ID, je mets 2 points, il y a toujours l'erreur. Si je mets 001, il y a erreur. Par contre, si je respecte ce que j'ai défini, je mets 001, et bien, tout est correct en ce moment. Et là, lorsque vous cliquez là, vous voyez bien, voilà donc ce qui a été supprimé qui est renvoyé. C'est ce qui a été supprimé qui est renvoyé. Et le retour de ça, c'est un retour en objet. Le retour de ça prouve que effectivement nous avons bien conçu notre API. Notre API est clair et net. Nous avons testé les deux resolvers. Nous avons testé. Je reviens pour illustrer ça. Nous avons testé ce resolver. Nous avons testé ce resolver. Il est parfait. Notre API est correct. Et en ce moment, je pense que nous avons testé notre API, nous avons constaté que notre API est correct. Et après, maintenant, on peut monter en puissance et c'est justement ça le développement. C'est très difficile d'avoir quelque chose de parfait dès le départ. Il faut aller petit à petit, pas à pas. Et à chaque pas, faire des tests pour voir si on est dans la bonne voie. Que de faire tout une fois et de constater à la fin que vous avez des messages d'erreur à gauche, à droite et vous ne savez pas où est-ce que vous avez commis l'erreur. Donc voilà, nous avons notre message qui nous confirme que bien évidemment nous avons bien fait notre API. Et là maintenant on peut passer à une étape très importante. Je vous l'ai dit que notre API, bien qu'elle fonctionne correctement, nous avons utilisé une base de données fictive que je mets entre guillemets. Nous avons conçu une base de données qui ne servait juste qu'à tester si nous avons bien conçu notre base de données. Alors dans les vidéos qui suivent, nous allons revoir cela. Nous allons utiliser MongoDB, une base de données réelle pour une application réelle. Et à travers cet exercice, nous verrons si effectivement tout est correct et
Voilà. Donc, je vous retrouve à la vidéo suivante pour une petite présentation de ce que nous allons faire dans les vidéos qui vont suivre. Je préfère consacrer ça à une petite présentation pour cela. Donc, à tout de suite pour la vidéo sur la base de données MongoDB.